Le Cameroun retient son souffle après l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Nous vous parlions de la bataille des chiffres dans notre dernière émission avec Djekan Tchameni de l'Union pour le changement. Dans le même temps, le Conseil constitutionnel camerounais a reçu 5 recours réclamant notamment l'annulation du scrutin du 12 octobre, donc pour fraude électorale, parce que oui, l'un des faits majeurs autour de cette élection, ce sont les dizaines de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux relatant des fraudes ou même filmant leurs auteurs à leur insu. Et même si le Conseil constitutionnel ne suscite pas particulièrement de la confiance chez les Camerounais, il sera bien difficile de passer outre des preuves documentées en temps réel d'une élection irrégulière. On va les passer au crible avec toi d'ailleurs, Théophile Kouamouo, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Alors Théophile, aujourd'hui tu passes côté chroniqueur pour nous parler à la fois de l'histoire, de la technologie politique et ce qui t'a inspiré, ce sont les nombreuses images qui nous parviennent du Cameroun notamment. Ah oui, en fait, ces images, Fabrice, nous montrent comment la Gen Z, la fameuse Gen Z qui fait trembler les pouvoirs au Népal, au Maroc et même à Madagascar, où on peut dire qu'elle a eu la peau dans Roswell, cette Gen Z, avec ses outils, met en péril aujourd'hui au Cameroun la vieille industrie de la fraude électorale qu'on a toujours soupçonnée, qu'on a toujours connue, mais qui n'a jamais été aussi perceptible, aussi documentée, aussi visible. Voilà. Ces outils, c'est-à-dire, disons-le, Internet, les réseaux sociaux notamment. Internet, les réseaux sociaux et surtout le smartphone, c'est-à-dire en 5 ou en 10 ans, le prix du smartphone est passé, on va dire, de 200 € à 50 € et ou même à 40 €, c'est-à-dire avec 25 000 francs CFA, 3 000 francs CFA, vous pouvez avoir un smartphone. Le coût de la connexion à Internet a aussi baissé et ça change tout. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, on a pu regarder comme dans une télé-réalité la machine de la fraude électorale se mettre en place. Et Fabrice, ça m'a rappelé un temps que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître, le temps où j'étais jeune reporter. Et en fait, j'avais suivi l'élection présidentielle au Sénégal qui avait vu l'arrivée au pouvoir d'Abdoulaye Wade et l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, toujours en 2000, qui avait vu l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo. Et à ce moment-là, la technologie qui avait disrupté la politique, qui avait changé les choses, c'était le téléphone portable, le simple téléphone portable GSM. Pourquoi ? Parce qu'au Sénégal, c'était un combo entre radio libre, les radios libres et téléphone portable. Les reporters des chaînes de radio privées étaient partout dans le pays et avec leur téléphone simple, ils étaient joints par leur rédaction et ils égrenaient les résultats des bureaux de vote de Kolda, de Ziguinchor, de Tambacounda, etc. Et à partir de cela, on voyait les tendances en temps réel. Il était absolument difficile pour le pouvoir d'Abdou Diouf de contrarier les évidences et en toute sagesse, il avait reculé. Il avait permis d'ouvrir la voie à l'alternance. En Côte d'Ivoire, c'était autre chose. Il y avait la junte du général Gueye, il y avait l'opposition qui était incarnée par Laurent Gbagbo. Et en fait, ils ont réussi à se servir non pas des radios libres mais du SMS et du téléphone portable classique pour remonter là aussi les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ils avaient dans leur QG leur petit Excel qui leur permettait de savoir exactement où on en était parce que finalement qu'est-ce que la fraude électorale sinon l'exploitation d'un différentiel d'information et monopolisation politique d'un certain nombre de territoires. C'est ça la clé à l'époque coloniale parce que finalement les fraudes, l'industrie de la fraude qu'on voit en Afrique francophone, ces fraudes sont nées pendant la période coloniale au Cameroun. Lors des élections des années 50, la fraude électorale orchestrée par les Français, notamment à partir du nord du pays, avait pour objectif d'extirper l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, le parti nationaliste, de l'extirper de la vie politique, de lui faire perdre des élections alors que c'était le principal parti politique du pays. Et là, en fait, les télécommunications étaient contrôlées par le pouvoir colonial. Donc il n'y avait pas de possibilité d'un récit en temps réel, comme, non, pas du tout. Comme on a pu le voir avec il fallait vraiment acheter les PV par la route, il y avait quasiment pas beaucoup de routes goudronnées. Bref, l'information et sa circulation était absolument contrôlé par l'ordre colonial. Aujourd'hui, en fait, c'est différent. Et même, on se rend compte quand même que si le différentiel d'information il est brisé par le fait qu'aujourd'hui toute personne ayant un smartphone peut participer à l'écriture d'une information en temps réel, dans les zones rurales du centre, du sud et de l'est du pays, les zones rurales, disons, qui sont les bastions historiques du RDPC, le parti de Paul Biya, les procès verbaux circulent avec 100% de taux de participation et 100% pour Paul Biya, des endroits où personne ne meurt, personne n'est malade, tout le monde vote et tout le monde vote la même chose. En 2010, en Côte d'Ivoire, lors des élections qui ont conduit à la guerre, à l'exacerbation de la guerre civile, le RDR d'Alassane Ouattara et la rébellion, ils contrôlaient aussi le nord du pays, c'était leur fief, et il y avait le même syndrome, le syndrome des 100%, voire des 101 ou des 110% de taux de participation, et tout le monde qui vote la même chose. Mais déjà, en 2010, la technologie de la compagnie qu'on appelait Sils Technologies, qui permettait en réalité de comptabiliser électroniquement les PV des bureaux de vote et d'envoyer à une sorte d'endroit centralisé les PV des bureaux de vote dès la fin des opérations électorales. Ça avait grippé la machine de la fraude du RDR à l'époque et ça avait permis de bloquer électroniquement les PV où les représentants de certains partis avaient été écartés, de bloquer les PV où il y avait plus de 100% de taux de participation
manipulation, etc. Et c'est ce qui avait mis en doute la victoire d'Alassane Ouattara. Mais bon, bien entendu, la France et l'ONU se sont chargés de l'imposer. Et déjà, c'était une forme de révélation. Alors, ce qui change dans le Cameroun de 2025, c'est la généralisation des smartphones et la capacité de chaque citoyen de se poser en journaliste citoyen. Et là, depuis dimanche dernier, depuis le 12 octobre, on est littéralement noyé sous un flot de vidéos qui nous viennent donc du Cameroun. Et ces vidéos viennent déshabiller en quelque sorte cette technologie de la fraude électorale. Oui, c'est une télé-réalité, hein. C'est Secret Story ou bien alors fraude électorale story. Il y a plusieurs vidéos, par exemple, qui documentent les cas de bourrage d'urnes. On a toujours su que ça existait, des bourrages d'urnes. Mais ici, par exemple, dans la vidéo qu'on va regarder, on voit des scrutateurs et des citoyens s'indigner de ce que des bulletins de vote Paul Biya, tenus ensemble dans une sorte d'élastique, aient été trouvés dans une urne. On regarde. Non, on va passer d'abord par ceci. Voilà la bulletin. Voilà ça. Voilà les bulletins du RDPC attachés avec la forme qu'on a retrouvée dans les urnes. Voilà ça. Attends. Voilà. Voilà celui qui fait ça. Voilà. La fraude. 3 fautes, 4 fautes, 5 fautes, 6 fautes, 7 fautes, 8 fautes, 9 fautes, 10 fautes, 11 fautes, 12 fautes, 15 fautes, 16 fautes, 17 fautes. Frappé par l'aspect assez grossier de cette fraude en particulier. En fait, c'est l'élastique ou la corde en fait qui unifie tous ces bulletins qui finalement est la preuve ultime. Ça signifie que les personnes qui l'ont fait vite dans la panique, notamment parce que effectivement une des caractéristiques, et ça c'est pas de la technologie de ce scrutin, c'est la vigilance citoyenne. Et bien entendu là, c'est cet élastique, cette corde qui trahit les auteurs de la fraude. Alors il y a et aussi, si je peux me permettre, la confiance de savoir que lors du dépouillement, les personnes qui sont censées relever cela attribueraient automatiquement ces votes à Paul Biya et n'iraient pas revendiquer le fait que ce soit suspect d'avoir un lot de bulletins attachés par un élastique. Ah oui, absolument. Mais bon, là, finalement, il y a une vigilance citoyenne telle que ce n'est plus possible pour les salariés d'Elecam, l'institution qui organise les scrutins, de faire semblant de ne pas voir ce qui est aussi visible. On a également des vidéos, Fabrice, de personnes qui bourrent tranquillement les urnes devant des bureaux de vote. Pas à l'intérieur, mais tout juste devant les bureaux de vote qui ne prennent même pas la peine de se cacher, parce que bon, les bureaux de vote au Cameroun, c'est souvent et surtout des salles de classe, et on regarde là, voilà, et puis bon, les gens le font, mais ils savent pas qu'ils sont filmés. Souriez, vous êtes filmés, regarde. Alors pendant que la vidéo est en train de passer et que nos téléspectateurs la regardent, on peut la décrire un petit peu. Donc l'urne est juste à côté du représentant. On le voit là à l'instant glisser un ballot d'enveloppes qui, on imagine bien, sont des enveloppes du RDPC. C'est absolument accablant et gênant ça pour la commission électorale camerounaise. Oui, c'est gênant parce que bon, ce sont entre guillemets les boomers et ils ne se sont pas rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent attention, qu'ils regardent s'ils sont observés avant de faire ça. On a également d'autres cas. On a des cas de personnes, de membres de Elecam, l'organisme chargé d'organiser les élections, qui se barrent avec les urnes dans les cas... ou du moins tentent. Qui tentent de se barrer avec les urnes dans les cas où ces urnes-là témoignent en faveur de l'opposition. Et on peut imaginer qu'il peut, après cela, y avoir une substitution d'urnes. On regarde. Alors là, on a un malheureux qui n'a pas réussi à prendre la poudre d'escampette parce que il est rattrapé, on le voit dans la vidéo, par la population, mais on imagine bien que d'autres réussissent leur coup. Mais les images montrent bien qu'il y a une tentative aussi carrément de subtiliser ces urnes. Oui, bien entendu. Dans l'histoire du Cameroun, on a beaucoup parlé dans certaines chefferies de l'ouest du Cameroun qui sont des bastions du pouvoir, alors que la population est historiquement hostile à ce pouvoir. On a parlé notamment des chefs qui faisaient disparaître des urnes, c'est-à-dire des affidés du chef qui vont dans la forêt sacrée. La forêt sacrée, c'est l'endroit où les gens ne s'aventurent pas forcément avec les urnes. Ça, c'est des choses qu'on entendait lors des scrutins précédents, mais on ne les voyait pas. Et cette fois-ci, on les voit. Comme on voit comment, pratiquement, il y a des manipulations de documents d'émargement. C'est-à-dire, il y a le listing électoral qui fait partie des objets à la disposition des bureaux de vote. Et donc, il y a des documents d'émargement. On voit comment ils peuvent être manipulés, ce qui permet d'augmenter le nombre de votants, de créer littéralement des faux votants en cohérence avec des bourrages d'urnes qui seraient faits en amont ou qui seront faits en aval. On regarde.
Alors là également, on a à l'image des agents d'Elecam qui le font de manière très méthodique. Moi, je suis frappé par le caractère méthodique et appliqué de leur façon de faire le listing des personnes qui, on imagine bien, ne se sont pas présentées, de mettre les empreintes à leur place, de signer à leur place, et on imagine aussi derrière d'aller bourrer les urnes. Oui, oui, absolument, mais ça montre que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça montre que cette organisation qu'on appelle Elecam est une organisation, est une machine industrielle de la fraude. On aimerait que le Cameroun ait des industries qui permettent de fabriquer des produits manufacturés, mais là, on a vraiment une organisation industrielle du détournement de la volonté populaire. C'est exactement à cela qu'on assiste, et rien ne sera plus comme avant après cela. Alors, on a également des cas de personnes que l'on retrouve avec plusieurs cartes d'électeurs, notamment classique, des cartes d'électeurs de mort, en tout cas de personnes qui ne peuvent plus voter parce qu'elles ne sont plus. On va regarder Fabrice. Regarde, voilà ton état. Voilà. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité politique camerounaise, ces images ne sont pas très surprenantes. Elles étaient même prévisibles avant le vote, parce que de nombreuses organisations, notamment Stand Up for Cameroun, ont alerté sur les défaillances, notamment au sein sur le fichier électoral, la présence de nombreuses personnes mortes, dont des célébrités. On a parlé notamment du professeur Owona Joseph, bien connu au Cameroun, qui était présent sur le fichier électoral, mais d'autres personnes, ou même des particuliers, des individus qui reconnaissaient la présence de membres de leur famille décédés. C'était prévisible qu'il y ait ce genre d'écart, en fait. Ah oui, c'était prévisible et on l'a vu, sauf que là, ça a été filmé et on ne pourra plus faire semblant, à moins d'être très très malhonnête et de considérer dans une sorte de délire orwellien que le vrai est le faux et le faux est le vrai. Alors, on a également retrouvé le smartphone et Internet ont permis à des personnes de passer aux aveux, des personnes impliquées plus ou moins à leur corps défendant dans les opérations de fraude. Et on a un exemple qu'on va écouter tout de suite. Bonjour à tous, je suis David Nonga. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation des fraudes qui ont eu lieu dans le cadre des élections du 12 octobre dernier à Mbam, élection dans laquelle j'étais représentant de l'administration. Et dans un bureau de vote, je voudrais dénoncer ici toutes les manigances qui ont eu lieu et pour lesquelles j'ai malheureusement été impliqué. La démarche ici vise pour moi à soulager ma conscience parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend part au faux. La représentante de l'ECAM, c'était Madame Ataroto. Et il y avait également un représentant du RDPC qui était Monsieur Ndongve. À partir d'un certain moment, le représentant du RDPC allait vérifier dans la poubelle pour voir quelles sont les tendances. Il a vu qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs et il a pris son téléphone, il a marqué son mécontentement en appelant certaines personnes au téléphone et ses propos étaient les suivants. On donne notre argent aux communautés et ils viennent ici voter le FSNC. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il était fâché. Donc, vers 17h, le représentant du préfet vient et le représentant du RDPC le suit et ils s'en vont poser. Et après, il parle avec la représentante de l'ECAM, de mon bureau de vote. Et donc, elle me fait savoir que l'instruction du préfet, c'est de commencer à bourrer les urnes. Et quand elle me fait savoir ça, je sors d'abord, je prétexte d'aller charger mon téléphone parce que je ne veux pas participer à ça. Malheureusement, pour moi, j'ai mal calculé le temps parce que quand je reviens, ils sont encore en train de bourrer les urnes. Et j'entre dans le bureau de vote, je me mets à prendre part. On me dit, prends le bulletin, donne ceci, fais cela. C'était sale. Donc, mettre les signatures. Vous voyez les registres dans lesquels on émargeait. On a mis les signatures pour ceux qui n'étaient pas là. On a mis les empreintes, mis les signatures, mis les empreintes, bourré les urnes. Il y avait également un représentant du FSNC. Il était véritablement là pour qu'il n'y ait pas le faux. Mais à la fin, lui aussi s'est laissé corrompre. Et donc, il a également commencé à bourrer les urnes. Donc, on a fini par bourrer les urnes. C'est la représentante de mon bureau de vote qui me dit, bon, écoute, aide-moi, comment tu me laisses comme ça et tout. Bon, je l'ai aidé, mais véritablement, mon cœur n'était pas dans ça. J'étais dans un village inconnu. À la fin, on se met devant le tableau
pour le décompte. C'est moi qui étais chargé du décompte parce qu'il n'y avait même pas de scrutateur. Quand je prends un bulletin jaune, je dis FSNC, le représentant du RDPC dit RDPC. Et donc, toutes les voix du FSNC ont été systématiquement annulées. Donc, il y a eu 286 votants, dont 200 fictifs. Et même ceux qui ont voté FSNC, leur bulletin s'est transformé en bulletin RDPC parce qu'il n'y avait personne pour faire la contradiction. Et c'est ça qui s'est passé dans ce bureau de vote. C'est à ça que j'ai été mêlé. C'est donc quand la dame de l'ECAM m'a donné 10 000 francs, je lui ai remis les 10 000, je lui ai dit que je pensais qu'elle allait nous donner ça parce que bon, on a fait un travail républicain, mais c'est parce que c'était pour le faux. Reprenez votre argent. Néanmoins, j'ai pris part à ça. Je reconnais que, à contre-cœur, je l'ai fait, mais j'aurais dû sortir, ne même pas être là, mais j'étais là. C'est pour ça que je fais cette dénonciation. Il y a eu le faux en BAM. Et dans toutes les localités, c'était pareil. Alors, ce monsieur, évidemment, est coupable d'avoir participé à cette machination électorale. On ne peut que saluer tout de même le fait de passer aux aveux. Il arrive, lui, même s'il n'est qu'une petite main, à dévoiler ce qui s'est passé, à corroborer d'une certaine façon aussi les vidéos qu'on a vues avant. Mais je pense qu'il y a une question aussi de la responsabilité des autres personnes, le représentant du préfet, le représentant de l'ECAM, qui devrait être mise sur la table. Oui, bien entendu, parce que tout cela nous montre un système qui est non seulement corruptif, mais qui est destructeur pour l'intégrité du système politique, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire aussi. C'est-à-dire, en fait, on voit toute une machine qui comporte plusieurs dizaines de milliers de personnes qui est vouée au mensonge, à la tricherie et au faux. Et ça montre qu'on ne peut même pas faire confiance à un tel État, un État qui prend le vrai pour faux et le faux pour vrai. Donc, effectivement, on attend d'autres lanceurs d'alerte, des gens plus élevés dans la machine administrative qui oseront briser ce cercle. Par exemple, il y a eu des sous-préfets qui ont refusé, ou bien des sous-présidents de tribunaux qui ont refusé de se livrer à ce genre d'opération. Il est temps pour eux de passer aux aveux, de dire ce qu'on leur a proposé et de faire avancer la démocratie tout simplement, et même la stabilité de cette société, parce qu'il n'y a plus de socle. Aujourd'hui, à mi-octobre 2025, la société camerounaise n'a plus aucun socle parce que tout a été dévoilé. Ils sont nus comme Adam au jardin d'Éden. Et là, c'est pas possible. Et encore, dans des cas comme cela, on a pu avoir des mises à nu. Dans énormément de bureaux de vote, les personnes représentant d'autres partis n'ont même pas eu la possibilité d'accéder à ces bureaux. Oui, on a eu des témoignages, et là encore, au-delà des témoignages, il y a eu des images où on voit des officiels de l'ECAM, donc Elections Cameroun, ce qui est censé être une commission électorale, mais qui n'a absolument rien d'indépendant, empêcher aux représentants des candidats de l'opposition d'entrer dans les bureaux de vote où ils sont affectés par leur parti. On regarde un extrait. Il y a un problème avec les mandats parce qu'il n'y a pas la signature du sous-préfet. La signature, le sous-préfet n'a rien à voir avec cette affaire, madame. Vous travaillez pour l'ECAM. Vous avez dit? Vous travaillez à l'ECAM. Vous êtes un agent à l'ECAM. Oui, et où est la signature de l'ECAM là? Attendez, c'est le mandat du FSNC. Oui. C'est le mandat du FSNC, un parti politique, qui a sa façon de fonctionner. Le mandat qui est décédé par le candidat Chiroma n'a pas besoin que quelqu'un approuve ça. C'est à lui d'approuver son mandat, c'est son mandat. Oui, c'est son mandat, mais l'ECAM doit être là. Non, l'ECAM est informé. Ils sont informés comment? On a un mandataire qui doit être dans vos bureaux. Voilà, et dans ma liste, dans ma fiche que j'ai, souffrez de m'écouter. Oui. Voilà. Dans la liste, je dis ceci. Oui. Oui. Bon, le souci est ceci. Oui. La liste que elle est comme mal procurée. Oui. Votre parti ne figure pas ici. Le FNC ne figure pas dans votre bureau, vous dites? Le représentant ne figure pas dans mon bureau de vote. Le FNC ne figure pas dans votre bureau. Je n'ai pas de candidat de FMC dans mon bureau de vote. Pourquoi? Parce que j'ai une liste qu'elle est comme m'a procurée. Oui. Dans mon bureau de vote de Tecmo, ce n'est pas. La loi dit que pour avoir accès à un bureau de vote, dans le cadre de la représentation d'un candidat, le seul papier qu'on doit présenter, c'est un mandat. Oui. Et voilà le mandat que vous avez. Avec la signature du chef d'antenne? Avec la signature, c'est moi le représentant départemental du candidat. Non, écoutez, je parle, écoutez, ce n'est pas une question d'interprétation avec le village. Ce n'est pas une question d'interprétation. Non, je dis à lui, je m'adresse à lui. Votre mandat, on va pas casser les téléphones. On a vu ça, on a vu que ça s'échauffe à la fin, mais la violence peut être encore plus forte, comme on va le voir dans cette... Non, je demande qu'il écrive sur le mandat de mon représentant qu'il refuse pour irrégularité. Je rentre à la direction de l'ECAM. C'est tout, non? C'est simple. Ici, là, c'est voter et enveloppés qui sont là pour le faire. Ils n'ont aucune charge autre d'intercession. Voter et enveloppés, ce qu'ils ont pour charge d'aujourd'hui. Les autres partis n'ont pas le droit d'être représentés ici. Voilà tous nos partis, non?
Où sont les représentants? Il n'y a que le RDP, c'est le seul représentant de l'opposition qui est là. Et chassé par toute la commission, et même les hommes en tenue du coin. C'est là qui finalise ton parti. Je suis le superviseur général dans la commission mixte, je suis reconnu par toutes les instances compétentes. Je veux que mon représentant soit admis dans la salle, c'est tout. Discuter avec un individu. Qu'en est-il? Mettez-le dehors. Monsieur. Mettez-le dehors. Pour toute informaalité, respectez-moi déjà. Voilà. Je vous respecte. Je vous respecte, chef. Je vous respecte, chef. J'ai une doléance. Si vous comprenez, moi, beaucoup de désordre. Je ne fais pas le désordre, ma soeur. Mon représentant a le mandat. Je demande juste qu'il soit admis dans la salle. Voici le mandat que le chef a en main. Arrêtez de me Ne m'agressez pas. 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 Laissez-moi. Ne m'agressez pas. Laissez-moi, ne m'agressez pas. Laissez-moi. Laissez-moi, ne m'agressez pas. Monsieur, suivez-moi. Monsieur, si vous voulez laisse-moi. Alors le numérique, le smartphone, ça permet donc de dévoiler les méthodes de fraude, mais ça permet également de mettre en place des sortes de cours d'autodéfense citoyenne, comme cette vidéo du collectif citoyen Protège ton vote. Ils disent qu'ils ont les représentants dans tous les bureaux de vote. Mais remarquez bien que parmi les influenceurs, personne ne publie les procès-verbaux de ces bureaux de vote-là. Demandez-vous pourquoi. Et savez-vous pourquoi on nous a toujours dit que c'est le procès-verbal de l'État en fait foi? On nous amène là au cœur de ce qu'on pourrait appeler la fraude électorale, parce qu'il se pourrait, on utilise ici le conditionnel, il se pourrait qu'actuellement, il y a des équipes qui sont en train de travailler sur nos procès-verbaux. Il y a des équipes qui sont spécialisées pour dégrafer, d'autres pour agrafer et d'autres pour changer les résultats. Voici ce qu'on appelle un procès-verbal pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est le PV. Et le PV est constitué de deux feuillets qui sont en réalité 8 pages. Ça veut dire qu'on a la première couverture, la deuxième couverture, la troisième et la quatrième couverture. Il est composé en deux. Il y a cette partie, ça veut dire ces deux feuilles du milieu, qui sont très importantes parce que ce sont ces feuilles qui portent des informations importantes. Et il y a ces deux premières qui portent les informations officielles. Ça veut dire que les cachets, les signatures des représentants, les différents nombres de personnes qui ont été dans le bureau de vote et les détails liés aux différents bureaux de vote. Et c'est ici qu'il y a la vérité. C'est ici qu'il y a la vérité. Et comme vous voyez, quand j'arrête là, vous voyez que ça peut tomber. Ce que les gars sont en train de faire, en réalité, c'est qu'ils dégrafent cette feuille du milieu. Ils enlèvent cette feuille et ils le remplacent par un nombre qui est déjà imprimé et qu'ils ont pris la peine de remplir propre. Ils viennent remplacer ça. C'est cette feuille qui porte le résultat. Ça veut dire qu'ils viennent remplacer cette feuille qui est au milieu et ils viennent remplacer la deuxième feuille du milieu là avec les fausses informations. C'est pour ça qu'ils nous disent que c'est le procès verbal de l'État en fait foi. Voilà comment ça se passe depuis des années. Et actuellement, il semblerait, comme j'ai dit ici, nous produisons cette vidéo au conditionnel. Il semblerait que ce travail est en train de se faire actuellement. Et le pire, c'est que ce travail est en train d'être fait par des gens parfois indigents. Pas les petits Camerounais comme nous à qui on a donné 50 000 francs, 100 000 francs. Pas des personnes comme nous, dont on abuse de la misère pour les soumettre à cette torture. Voilà comment ça s'est toujours passé. J'en appelle à toutes les personnes qui ont une forte audience aujourd'hui pour qu'on puisse conjuguer un discours d'union qui va unir tous les Camerounais. Pour la surveillance, parce que les Camerounais se sont exprimés dans les urnes. Les Camerounais se sont exprimés dans les urnes. Et nous devons avoir un discours d'union. Quel que soit le parti où la personne est actuellement là, nous devons pouvoir fédérer les énergies pour qu'il y ait un bloc qui sera fort. Pour qu'il y ait un bloc de revendications qui sera fort. Et si on ne le fait pas, si on continue avec la division inutile, ils vont encore l'utiliser davantage. Et ils vont aller, puisqu'ils ont dit que c'est le PV de l'État en fait foi, et le PV de l'État n'aura pas ça. Et ton PV que tu auras ramené ne fera pas foi. Parce qu'on va dire que c'est toi qui allais cliquer ça au quartier. Alors, il y a un aspect, disons, quasiment pédagogique dans ce genre de vidéo, mais on a l'impression que dans cette montagne de la fraude, on a juste accès à la face émergée de l'iceberg. Bien entendu, ce sont les preuves qu'on a, mais les preuves montrent un système, c'est une fraude systémique. On est en droit de penser qu'il y a quasiment rien de vrai dans les processus électoraux tels que les résultats qui finissent après la moulinette des commissions départementales et puis des commissions nationales et du Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, cette gigantesque documentation dont effectivement nous n'avons vu qu'une partie, elle est ravageuse. Il faut ajouter à cela les milliers de photos, de vidéos, de murs des salles de classe qui sont en général les bureaux de vote au Cameroun, qui témoignent des résultats, des vrais résultats dans les milliers de bureaux de vote et également des procès-verbaux pris en photo, des photos et des vidéos qui sont géolocalisables et qui forcément entreront en contradiction avec des procès-verbaux départementaux modifiés par la suite. Et c'est ça en fait le plus fort, c'est-à-dire dans les pays normaux, les journalistes ont le droit, à la sortie des bureaux de vote, de dire dans tel bureau de vote, dans telle ville, dans tel village, voici les résultats, mais au Cameroun, ce n'est pas possible. Et je pense qu'un pays où on ne peut pas divulguer à la volée librement les résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est un pays où il y a une sorte de technologie électorale structurelle. Voilà, c'est un peu dans ce cas qu'on se trouve là. Et voilà.
Alors, l'un des symboles de ce processus électoral totalement biaisé, ça a été la présence, on l'a vu, hein, l'image assez étrange qui a fait le tour du monde, l'image du footballeur égyptien Mohamed Salah qui, disait-on, figure sur la liste électorale camerounaise. On voit aussi dans la façon dont le nom a été écrit, on sent que c'est une espèce de saisie hasardeuse un petit peu de nom. C'est quand même assez cocasse d'avoir ce genre Oui, c'est cocasse, mais ça montre une volonté de faire grossir la liste électorale, de mettre des faux noms, et ces faux noms, en fait, vont générer de faux votes. Alors là, c'est grotesque parce que c'est la photo de Mohamed Salah, mais on peut imaginer qu'il y a la photo de plusieurs personnes, plusieurs fois dans plusieurs endroits, de vraies personnes, on peut imaginer qu'il y a des photos de morts, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais là, en fait, c'est en Gaoundéré qui est la capitale de la région de la Damawa, dans le nord du pays, le centre-nord du pays, on va dire, du Cameroun. Et voilà, c'est le plus drôle, c'est le plus internationalisable, parce que justement, ce joueur, cette star devrait peut-être poser des questions et demander pourquoi on utilise ainsi son image. Mais voilà, ça pose la question de l'intégrité des listes électorales. Et au Cameroun, c'est extrêmement difficile de consulter la liste électorale. La totalité de la liste électorale, des listes électorales ne sont pas données aux partis politiques, ne sont pas données aux citoyens. Et donc voilà, une fois de plus, c'est ce différentiel d'informations qui sert de principale arme à la fraude. Au final, on ressort de tout cela avec une impression un peu mitigée. La satisfaction de voir que l'évolution technologique permet maintenant à tout citoyen de documenter ce qui correspond à son droit en tant que citoyen, c'est-à-dire de choisir ses dirigeants. Mais quand même, on est face à une machine tellement forte, tellement puissante que on a l'impression qu'on se bat contre un monstre et que demain, notamment dans le cas camerounais, si Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, décide quand même de choisir Paul Biya, il va y avoir certainement une incompréhension totale. Ah oui, mais de toute façon, on en est à un stade où le roi est nu. On sait qu'on ne croira plus Clément Atangana, on ne croira plus à ce système. Et ce système peut s'imposer, d'autant plus que la communauté internationale, entre guillemets, sanctifie les processus constitutionnels. Et là, quand c'est le Conseil constitutionnel qui donne qui ouvre la voie à la fraude, les chancelleries vont dire bon ben c'est un processus constitutionnel. Et c'est cette logique folle qui justement permet le développement des coups d'État et des coups d'État qui sont sanctifiés par par les opinions publiques. Donc rien ne sera plus comme avant, ça c'est évident. Je pense que à partir de ce moment-là, de ce type de moment, il y a deux possibilités. Soit les pouvoirs choisissent de se démocratiser, de jouer le jeu de la démocratie, soit ils choisissent de ne même plus faire semblant d'utiliser des formes démocratiques et de se refermer, de se durcir. Et là également, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que la technologie qui permet au peuple de s'exprimer et de dévoiler les mensonges des pouvoirs, cette technologie peut également permettre au pouvoir de surveiller, de réprimer les peuples. Et donc, c'est une sorte de course de vitesse et on espère que les peuples iront plus vite que les pouvoirs. Et d'un autre côté aussi, permettre au peuple, pour le peuple, de déconstruire certains éléments, notamment à caractère ethnique ou tribaux, qui laissaient à penser que telle ou telle région voterait pour telle ou telle personne parce que ce serait un frère du village, alors que finalement, en fait, la fraude était tellement immense que tout cela était biaisé. Oui, on fait dire des choses, en fait, on essentialise. Nous sommes des millions, on a la force du nombre. Formons l'union, personne ne pourra nous faire tomber. Nous sommes des millions, on a la force du nombre. Une seule mission, tous les qui cachés. Rejoins le peuple du changement. Rejoins le peuple du changement. Les dirigeants passent, mais le Cameroun nous reste. N'ayons pas peur du changement. Tout est possible dans une démocratie quand le peuple le veut. La population peut devenir un peuple aussitôt qu'elle veut. Le peuple fait tomber n'importe quelle dictature quand il veut. Un peuple de moutons engendre souvent un gouvernement de loups, bro.